Bonsoir, événement peu courant pour commencer, un mouvement social qui paralyse actuellement de nombreux blocs opératoires à travers toute la France, répondant à l'appel de plusieurs syndicats des chirurgiens, des cliniques et internes des hôpitaux publics se sont lancés aujourd'hui dans une grève illimitée. Le département est également touché, comme à Quincy-sous-Sénart, où l'hôpital privé Claude Gallien a dû suspendre une partie de son activité. Maxime Lemaine nous en dit un petit peu plus sur les revendications associées à ce mouvement. Principal motif de mécontentement, la dégradation des conditions de travail. Les internes travailleraient par exemple plus de 24 heures consécutives sans bénéficier de temps de repos. Vient ensuite l'installation libérale des jeunes médecins qui seraient menacés. Un projet de loi déposé par le groupe socialiste à l'Assemblée prévoit en effet la possibilité pour les mutuelles de choisir quels praticiens elles remboursent ou non. Donc on va vers une privatisation de la santé. Cette privatisation de la santé nous paraît inacceptable. C'est un changement philosophique majeur qui est en train de se passer. Pas de chirurgien aujourd'hui à l'hôpital privé Gallien de Quincy-sous-Sénart. Comme dans d'autres établissements partout en France, la plupart des opérations hors urgence ont été reportées. Contacté ce matin, André Chêne, l'un des chirurgiens, dénonce un coût de la vie en constante augmentation et des salaires qui stagnent depuis les années 80. Pour proposer les meilleurs soins, il faut se mettre à jour et la Sécu ne suit pas. La seule façon qu'on ait de subventionner ces moyens, c'est de faire des compléments d'honoraires. Je dirais pas de dépassement, mais des compléments. Le salaire, une revendication que les visiteurs croisés cet après-midi devant l'hôpital ne semblent pas toujours comprendre. Je trouve qu'ils abusent surtout. On ne peut même plus aller dans un hôpital public sans avoir des dépassements d'honoraires. L'autre fois, une hernie, on me demandait 200 €. Franchement, je suis outrée. À l'hôpital Gallien de Quincy, le mouvement devrait durer au moins jusqu'à la fin de la semaine. Mercredi, les médecins du public et du privé sont de nouveau invités à manifester à Paris. L'intégration des handicapés à présent qui connaît encore des difficultés, elle s'appelle Opale, elle a 4 ans, elle est atteinte d'amyotrophie spinale. C'est une maladie génétique, ses parents tentent désespérément depuis plus d'1 an de la scolariser de façon normale, mais ils doivent faire face à de nombreux obstacles. À l'école maternelle Frédéric Mistral de Lys, les parents font une nouvelle tentative, Audrey Collet sur place. Comme tous les matins, c'est la course dans la famille Lefrère. Les parents se lèvent très tôt pour ensuite préparer leurs 4 enfants. 2 vont déjà à l'école et le dernier est arrivé il y a à peine 3 mois. Mais les soucis de cette famille, c'est pour Opale, atteinte d'amyotrophie spinale, une maladie qui entraîne des difficultés motrices. Ça fait 13 mois qu'on nous met des bâtons dans les roues systématiquement. On a relevé tous les défis qu'on nous a donnés. Enfin, tout ce qu'on a pu faire pour arranger les choses, on l'a fait administrativement. On a tout fait légalement et là on n'en peut plus, ça fait 13 mois que ça dure et on avait tout résolu les problèmes et voilà, ça bloque encore. Le plus difficile a été de trouver une auxiliaire de vie scolaire AVS à Opale pour l'accompagner en classe et l'épauler dans le quotidien. Mais surtout l'aider à tousser, geste impossible à réaliser seul par la petite fille. Cette AVS a été trouvée et formée par un médecin. L'école Frédéric Mistral à Lys s'oppose pourtant toujours à la venue d'Opale. Tout au départ, c'est-à-dire au niveau d'une maternelle, c'est tout ce qui est socialisation, c'est partage, c'est respect des règles. Donc ça, Opale est tout à fait capable de vivre cette partie-là de l'école. Et par la suite, tout ce qui est l'apprentissage au niveau primaire, au niveau secondaire et même école supérieure, il n'y a aucun problème. En cette rentrée des vacances de la Toussaint, Opale et son papa font une nouvelle tentative pour venir à l'école. La directrice demande aujourd'hui la validation d'une commission pour intégrer l'AVS avec Opale. Aujourd'hui, la petite fille repart chez elle, mais la décision de la commission demain pourrait tout changer pour elle. Un constat à présent, alors que bon nombre de conducteurs passent leur temps à pester contre la manière de conduire des conductrices, il y a bien longtemps que les assureurs se sont rendus compte que les femmes au volant avaient beaucoup moins d'accidents que les hommes. De fait, dans de nombreux cas, elles payaient moins cher leur assurance auto jusqu'à présent et c'est fini parce que discriminatoire. Une décision européenne met en avant l'obligation de proposer des tarifs identiques pour les hommes et pour les femmes. Tristan Guyader et Aurélie Horner sont allés récolter quelques points de vue essoniens sur la question. Si les femmes conduisent mieux, on devrait quand même leur laisser les gratifier de quelque chose de moins. Enfin, moi, ça me paraît aberrant de changer ça. Bon, on est peut-être un petit peu plus prudente. On roule peut-être un petit peu moins vite que les hommes. Mais je trouve que ça doit être équitable au niveau des cotisations. Les hommes sont plus assis à faire des accidents que les femmes, non, je crois pas. Non. C'est un peu dommage pour les femmes, quoi, parce que et ça va amputer un peu dans leur budget. Je trouve ça juste,
parce que ce soit un homme ou une femme où il y a autant d'accidents part et d'autre. On est tous égaux au point de vue du volant, donc après, hommes et femmes, ça y est, il n'y a pas trop de discrimination à ce niveau-là pour moi. Je suis étonnée de voir la manière dont les femmes conduisent aujourd'hui. Elles ne conduisent pas, elles sont pas calmes, elles sont aussi énervées que les hommes. Ça dépend des fois, mais les hommes ils sont pas forcément mieux. Et, tout le monde a une façon différente de conduire. Vous voulez l'égalité ou pas? Non, on va commencer par les assurances, après on va remarquer après c'est à 50-50 partout, non? Non, je ne sais pas, c'est vous qui voyez, non. L'Essonne, il faut le savoir, compte plus de 2000 commerçants confrontés tous les jours au risque de cambriolage. À leur demande et à celle des mairies, des collectivités et locales et forces de police, la CCI a décidé à l'approche des fêtes, période évidemment sensible, d'organiser le premier salon sécurité des commerces. Un reportage signé Claire Colombel et Audrey Chagnu. En créant ce salon, la CCI a voulu rassembler un maximum d'acteurs de la sécurité afin de réduire les cambriolages. Plusieurs ateliers étaient donc organisés, comme celui de la détection de faux billets. La Banque de France a rappelé qu'au toucher, le papier doit avoir une texture ferme et une sonorité craquante. Et visuellement, le billet doit posséder un fil de sécurité, un filigrane et une bande holographique aux couleurs de l'arc-en-ciel. Au point de vue circulation de faux billets, je n'ai pas de chiffres exactement à communiquer, mais c'est extrêmement faible en réalité. Bon, il est certain que quand on est porteur d'un faux billet, on est perdu, c'est sûr, mais il n'y a pas beaucoup de faux billets. L'effet quand même des signes d'authentification a porté quand même ses fruits. Des systèmes pour arrêter les voleurs étaient également présentés. Ce Smart Water, par exemple, se déclenche quand il y a effraction. Un ADN chimique est diffusé. Il restera sur les vêtements indéfiniment et pendant 2 ans sur la peau. Grâce aux ultraviolets, le voleur est donc facilement repérable. Autre machine, ce diffuseur de fumée installé en complément d'une alarme. Une alarme classique a pour objet de sonner. Quand elle sonne, elle est censée attirer du monde ou faire fuir l'intrus. Mais tout le monde le sait. Malheureusement, parfois, on entend beaucoup d'alarmes sonner pour pas grand-chose. Et nous-mêmes, tous d'ailleurs, on fait plus très attention aux alarmes qui sonnent. Là, l'avantage, c'est que lorsque ça va se déclencher, ça va être efficace tout de suite, puisque en moins de 20 secondes, vous ne voyez plus votre main au bout de votre bras. Toutes les installations présentées permettent d'équiper les commerçants, notamment ceux à risque, les débiteurs de tabac, les bars, discothèques et bijoutiers. Depuis le début de l'année, 300 malfrats ont déjà été enregistrés. Ce chiffre est en baisse par rapport à l'année dernière. À tout le monde de se faire une idée, la médiathèque Colette de Lys serait l'une des plus belles du monde. C'est le dénicheur de tendance www.flavorwire.com qui l'affirme. La médiathèque, ouverte depuis l'an dernier et comparée à 25 autres structures, côtoie dans le classement des sites comme New York, Copenhague ou Alexandrie. Le site la compare aux plus prestigieuses structures comme celle de Maastricht en Hollande ou encore la Livraria Lello à Porto. Loin de faire l'unanimité, cette bâtisse à l'architecture atypique a été assez controversée lors de son inauguration en avril 2010. Moi, je pense que la médiathèque, effectivement, dans son concept, a quelque chose effectivement d'assez original, aussi bien dans l'extérieur que dans son aménagement intérieur, dans les choix qui ont été faits par l'architecte retenu pour ce projet. C'est vrai qu'on est sur des astuces, on est sur un principe général, j'allais dire de clarté, de transparence, etc., qui est intéressant, c'est sûr. Après, mon sentiment, si vous voulez, c'est que de toute façon, ça reste une question extrêmement subjective. C'est effectivement subjectif. Merci de votre attention.